Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour recevoir encore une fois un invité incorrectible. Alors cette semaine, je le disais, je suis particulièrement heureux de recevoir cet invité. Il est un ancien délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. C'est très important, m'a-t-il dit avant de commencer cette émission. Il a fondé la radio Tropique FM, il est panafricaniste et humaniste engagé. Mais si je le reçois aujourd'hui, c'est aussi parce que, comme fait d'armes, il a la chance d'avoir été débarqué de France 24. C'était en octobre dernier où il présentait l'émission Planète Afro, une émission culturelle. Bonsoir Claude Icciard. Bonsoir, c'est un point commun déjà que nous avons. Voilà, d'avoir été débarqué. Exactement, exactement. Oh, vous savez, je dis toujours qu'on peut mettre un terme, lorsque vous êtes engagé, on peut mettre un terme à votre contrat, mais pas à votre combat. Exactement. Alors en effet, c'est bien comme expression ce que vous dites, puisque j'aurais eu tendance à vous présenter comme quelqu'un qui pense ce qu'il dit et qui dit ce qu'il pense. Est-ce que vous pouvez, en introduction de cette émission, nous expliquer un peu pour quelles raisons vous avez donc perdu cette émission sur France 24? Je crois que c'était suite à une prise de position par rapport au conflit israélo-palestinien, c'est ça? Oui, je pense que ça a accentué mes prises de position déjà fréquentes et sur mes réseaux sociaux. Vous êtes très actif. Personnel, où je suis très actif, mais il y a quand même la mention, les propos que je N'engage. tiens n'engagent que moi et pas les médias qui m'engagent. Mais encore une fois, je pense que c'est, voilà, lorsque vous voyez les bouleversements du monde, lorsque vous comprenez la mutation de ce monde-là, lorsque vous dites ce que d'autres n'osent pas dire ou n'arrivent pas à dire ou n'ont pas verbalisé encore, c'est compliqué parce que vous devenez clivant pour certains qui, d'ailleurs, ne voient pas dans votre propos quelque chose de négatif. On ne dit pas que vous seriez ceci ou que vous seriez cela, mais c'est un courage que beaucoup n'ont pas. Et c'est vrai que je prends position parce que je pense qu'un autre monde est possible, qu'un monde plus juste est possible, plus équitable est possible. Et ce qui doit être dénoncé, je le dénonce. Et le point culminant, ça a été évidemment mon engagement pour le peuple palestinien contre ces massacres de masse auxquels nous assistons là. Nous avons les images en direct et tout le monde semble s'en accommoder, mais pas moi. Mais alors, pardon Claudie, j'aimerais qu'on soit précis. Qu'est-ce qui vous avait concrètement valu donc d'être débarqué de France 24 ? Qu'est-ce que vous aviez dit qui était si choquant ? Non, alors plusieurs choses. Alors sur la question du conflit israélo-palestinien, oui, je me souviens, lorsque c'est arrivé, c'est après avoir critiqué une déclaration du grand rabbin de France, Haïm Korsia. Bon, parce que je trouve que les propos de cet homme-là sont en dehors de toutes les règles, j'ai envie de dire, de l'humanisme qui doit être le nôtre, mais surtout qui contreviennent pour moi à la loi, aux lois en vigueur en France et aux lois internationales. Quel type de propos ? Oh, je pense que beaucoup se souviennent de ce qu'il avait dit. Je n'ai plus là en tête, mais il y avait une sorte de déshumanisation du peuple palestinien et une validation de ce qui est commis aujourd'hui par l'administration israélienne dirigée par Netanyahou. Et pour moi, on ne peut pas justifier, et surtout pas un homme de foi, on ne peut pas justifier le massacre de populations civiles et en estimant aussi que peut-être finalement tous les Palestiniens sont un peu coupables de ce qui est commis. Par exemple, moi je me refuse à dire que c'est une guerre Israël-Hamas. Pour moi, c'est une guerre Israël-Palestine et qui n'a pas commencé le 7 octobre. Donc voilà, je pense que ce sont des positions comme cela qui gênent. Moi, j'emploie de temps en temps le terme de génocide, mais ce n'est pas le terme que j'ai envie forcément d'employer. Je pense que c'est tout ça. Vous diriez qu'Israël se rend coupable de crimes contre l'humanité, vous ? Ah ben c'est une évidence. Mais moi, je n'ai pas eu besoin qu'il y ait le mandat d'arrêt de la CPI contre Netanyahou et Gantz pour le dire. Pour moi, c'est une évidence. J'appartiens à un peuple qui est né dans les fers de l'esclavage, même si la déportation des Africains, même si c'est un épisode aussi violent soit-il, mais c'est un court épisode dans l'histoire des peuples afro. Mais quand même, donc si vous voulez, la notion de crime contre l'humanité, la violence de celles et ceux qui sont relégués dans leur propre société ou dans leur région ou au sein de l'humanité, c'est quelque chose que je connais, que je ressens et que je ressens violemment. C'est pour cela, et je fais référence à votre premier propos, je peux dire ce que je pense et parce que ça mérite d'être dit. Et en payer le prix. Et en payer le prix. Mais depuis l'âge de 16-17 ans, j'ai accepté de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Je savais que je devrais en payer le prix et j'accepte d'en payer le prix. C'est pour cela que ça n'a
ça a rarement de l'influence sur moi et ça me déstabilise rarement, en tout cas pas dans mes combats. Et vous ne le regrettez pas? Ah non, mais pas du tout. Ben, je continue d'ailleurs, il suffit de regarder mes réseaux sociaux, je continue à dire ce que je disais avant d'être licencié de France 24. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur la situation au Proche-Orient? Il faudrait, pour avoir une analyse, je crois, globale et un peu juste, dire ce qu'est la civilisation occidentale aujourd'hui en ce début de 21e siècle. Rappeler son histoire, rappeler comment elle s'est imposée au reste du monde, ce qu'elle a commis depuis des siècles. Rappeler ce que sont les États-Unis aujourd'hui. Les États-Unis, c'est une terre, puisque sont les vainqueurs, entre autres, de la Seconde Guerre mondiale. C'est une nation qui s'est établie sur la colonisation, sur le génocide des peuples autochtones, sur la déportation des Africains pour être esclaves. Bref, c'est une nation qui s'est édifiée sur le crime contre l'humanité, et je parle au pluriel. Et c'est le premier soutien de l'État d'Israël. Comment peut-on attendre une grande morale d'une nation qui s'est établie de cette façon-là? D'ailleurs, l'actualité nous rattrape, puisqu'il est question chez Trump, il y a eu ce débat autour du Groenland. Il voudrait donc coloniser le Groenland au mépris des populations autochtones. Donc aujourd'hui, évoquer la question palestinienne, évoquer cette guerre donc Israël-Palestine, c'est rappeler qu'il y a toujours eu ce besoin d'hégémonie et de domination de la civilisation occidentale. Et, euh, et le soutien que les États-Unis et que certaines nations occidentales apportent à Israël rappelle en réalité qui elles sont dans leur ADN, dans leur histoire et même dans leur présent. Le repli identitaire de l'Europe occidentale, le repli identitaire du monde occidental, ce refus de l'autre, nous ramène à cette guerre-là, nous ramène à ce qui est commis. Et puis, pour la première fois de l'histoire, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a quand même les images. On voit ce qui se passe. C'est-à-dire que comment un être humain normalement conçu, qui a soif de justice, d'équité, de pouvoir élever ses enfants, je pense à une famille, à des parents, élever ses Mais enfants. pardon, Claudie, il y avait aussi les images du 7 octobre. Oui, mais on va venir justement au 7 octobre. Comment se fait-il que l'on puisse accepter le massacre de populations innocentes, je dis bien de populations innocentes, sous prétexte qu'Israël a le droit de se défendre? Lorsque j'entends cette phrase-là, je dis toujours derrière que les Palestiniens aussi ont le droit de se défendre. Et que la situation présente, elle est due à la création de l'État d'Israël, qui est une injustice envers le peuple palestinien et une réparation envers le peuple juif. Mais on ne peut pas bâtir une nation sur le massacre de gens qui ne demandent qu'une chose, c'est la même chose que les autres, c'est-à-dire pouvoir avoir un État, vivre Et vous dignement. remettez en cause l'existence d'Israël? Jamais de la vie. Alors, je dis toujours, lorsque je raconte mon histoire familiale, ma mère qui était très pieuse, où nous étions très liés au peuple juif en général, qu'il soit d'Israël ou d'ailleurs, pour une raison toute simple, c'est parce qu'il y a une fraternité entre nos deux peuples au regard de ce qui a été commis contre le peuple juif et ce qui a été commis contre les Africains déportés et le Guadeloupéen, l'Afro-Caribéen de la Guadeloupe que je suis. Donc il y a une vraie fraternité. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une fraternité que je ne dirai pas ce qui doit être dit. Ce n'est pas si, par exemple, ce qui a été commis au Rwanda, lorsque les Hutus ont massacré, ont génocidé des Tutsis, ce n'est pas parce qu'ils sont afro comme moi que je ne vais pas dénoncer ce qui a été commis. Moi, je suis un panafricaniste humaniste dans le sens où je ne regarde pas la couleur de la peau de celui qui commet un acte répréhensible ou celui qui subit un acte criminel. Donc ça, pour moi, c'est très clair. Le 7 octobre, ce n'est pas le début de quelque chose. C'est un épisode tragique, appelons-le terroriste, appelons-le comme l'on veut, mais c'est un épisode dans une guerre qui n'a que trop duré, dans une oppression d'un peuple qui n'a que trop duré. Mais vous n'avez pas l'impression qu'en disant ça, vous relativisez aux yeux de beaucoup qui nous écoutent ce qui s'est passé le 7 octobre? Mais pas du tout. Il y a eu donc 1200 morts, il y a des otages aujourd'hui. Combien de morts y a-t-il eu? Si on doit rentrer dans des comptabilités, combien de morts y a-t-il eu du côté palestinien? Donc moi, c'est une comptabilité que je me refuse de faire. Ce n'est pas de cela dont il est question. Y a-t-il... Vous n'aviez pas l'impression qu'on avait franchi un cap dans la violence? Non, pas du tout. Il y a eu d'autres moments avec énormément de morts.
lorsqu'Israël a frappé la bande de Gaza. Il y a un peuple qui est empêché de vivre et de voyager comme un autre. Il y a un blocus depuis 2016 et ce blocus-là explique que les Palestiniens sont en dehors ou en périphérie de l'humanité. Ce n'est pas acceptable. Encore une fois, moi j'entends, parce que parmi mes amis, on est très mélangés. Moi, mon histoire, l'histoire de l'homme que je suis, c'est l'histoire nous sommes nombreux à vivre les mêmes réalités. Moi, je suis pas un religieux, je suis pas. Et beaucoup comprennent que l'on ne peut pas continuer comme cela. Et que je suis désolé, lorsque je parle de Netanyahou et de Gantz, lorsque je parle de cette administration-là, je ne parle pas du peuple juif, je parle de responsables politiques qui sont des criminels, qui sont des bandits. Et si nous avons un monde régi par des lois internationales, les mandats d'arrêt contre ces deux hommes-là doivent être appliqués. Ou alors... Faites la distinction. Mais évidemment, moi je ne regarde, pour moi, Benjamin Netanyahou n'est pas un Israélien de confession juive, c'est le Premier ministre de l'État d'Israël. Ça s'arrête là. Sa religion, son orientation sexuelle, tout ça, ça ne me regarde pas. Et c'est comme cela que l'on devrait voir les choses. Les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale occidentale ont décidé qu'il y aurait de nouvelles règles internationales. La SDN terminée, morte et enterrée, elle n'est plus donc à Genève, mais maintenant les Nations Unies, fraîchement créées, sont à New York. Très bien. Donc les vainqueurs, les Occidentaux, décident qu'ils édictent des lois, qu'ils imposent au reste du monde. Et vous voulez dire qu'aujourd'hui, lorsque ces lois-là vont à l'encontre de votre idéologie, elles ne doivent plus être respectées par vous qui les avez édictées et imposées au reste du monde. Donc le reste du monde se dit, il est important que l'on arrête d'être dans ce jeu-là. Personne ne voit les BRICS, il y a le côté économique des BRICS, mais personne ne voit ce qui se passe de façon micro et macro, ce qui se passe dans l'esprit des individus et ce qui se passe à l'échelle des nations aujourd'hui, en Afrique et pas seulement en Amérique du Sud, et même avec certains pays européens. C'est-à-dire qu'un autre monde, encore une fois, est possible. Imaginez que les nations qui en ont marre de voir ce néocolonialisme, cette oppression, ces tricheries, ce mensonge, cette ruse permanente avec les lois dites internationales, décident de quitter les Nations Unies. Imaginez qu'une centaine de pays décident de quitter les Nations Unies et bâtissent d'autres instances internationales. Le jeu dans lequel nous sommes aujourd'hui s'arrête. Faute de joueurs, le jeu s'arrête. Sauf... le jeu de dupes auquel nous assistons, je veux dire, certains le comprennent maintenant. Vous avez à la tribune des Nations Unies des femmes et des hommes qui disent d'Afrique, et pas seulement, mais qui disent les choses, qui disent que maintenant ça suffit. Moi j'ai des responsables d'Afrique qui me disent, mais lorsque nous parlons, les représentants des grandes puissances ne sont pas là. Et donc il y a aujourd'hui une vraie prise de conscience. Et l'Occident a peur de ça. Et moi je vais vous dire, je pense que ce qui se joue avant tout, c'est l'hégémonie occidentale. C'est vraiment de cela dont il est question. Le soutien à l'Ukraine, quelque part, on pourrait parler, évidemment que c'est la Russie qui agresse et qui attaque l'Ukraine. Mais ce soutien indéfectible à l'Ukraine, c'est un soutien à un pays qui appartient idéologiquement au bloc occidental. Le soutien à Israël, ce sont deux situations totalement différentes. Le soutien à Israël, c'est un soutien à un pays qui appartient au bloc occidental. Et toute la culpabilité de ce qui a été commis en Europe contre les Européens de confession juive. Pour revenir à la Palestine dont vous parliez, vous trouvez que la cause palestinienne, elle n'est pas assez défendue en France ? Heureusement qu'elle l'est de plus en plus par une jeunesse pas uniquement politisée, mais une jeunesse qui regarde, qui voit clair et qui laisse parler son cœur et qui réfléchit à la situation. Oui, je trouve qu'elle l'est. Moi, je suis très fier de mon pays. Je suis très fier d'entendre des femmes et des hommes, connus ou pas connus, des jeunes, dire que non, ça, pour eux, ce n'est pas acceptable. Moi, je suis très heureux de voir ça. Je suis très fier de mon pays lorsqu'il prend ces positions-là. Alors, Claudie, si vous le voulez bien, si vous êtes ici aussi, c'est pour parler de vous, un petit peu de vos combats, on l'a dit, au-delà évidemment de celui que vous venez de citer. J'aimerais qu'on vienne justement un peu à votre histoire personnelle pour comprendre justement les combats que vous menez. D'abord, donc, on le rappelle, vous êtes, vous l'avez dit, d'origine guadeloupéenne. Une question toute simple, qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui de ces origines ?
Alors j'aime à dire, pour être encore plus précis, que je suis afro-caribéen de la Guadeloupe. C'était compliqué à dire, donc je préfère que Oui, ça non, vous qui le non, mais disiez. c'est très bien, non, mais c'est très bien, vous me permettez de le dire. Né Vous à en êtes Paris. fier. Ah mais oui, oui, mon africanité, elle est évidente de toute façon. Ce n'est pas la déportation de millions d'Africains qui peut changer ça. Et même dans notre culture guadeloupéenne, il y a tellement d'africanité. Mais il y a aussi de l'indianité, ceux arrivés après l'abolition de l'esclavage de 1848, donc dans les années 1854-56, avec des contrats d'engagés venus de la région de Pondichéry. Ils étaient exploités, hein. C'était pas l'esclavage, mais ils étaient exploités. Mon européanité aussi, qui explique que nous parlons, nous nous comprenons, nous avons le même métier. Et puis, c'est très important pour moi de dire que je suis né à Paris. J'allais y venir, votre parisianité peut-être. Oui, moi je suis un Parisien, je suis né à Paris, je vis à Paris. Et puis j'ai grandi dans un petit village de Haute-Provence, Pierre-Longue, entre Vaison-la-Romaine et Buis-les-Baronnies. J'y ai passé 5 ans, 5 années importantes de ma vie, entre l'âge de 10 ans et 15 ans. J'y ai appris, j'étais dans une famille en pension, dans une famille d'agriculteurs, viticulteurs. J'y ai appris la force l'importance du travail, le respect de la terre. C'est ma deuxième famille. Alors je pense à Dominique, qui est le fils d'Henri et Simone, qui est blond aux yeux bleus, mais qui est mon frère. Voilà, nous sommes 2 frères, quoi, aujourd'hui encore évidemment. Et tout ça me constitue. Oui, ça représente quoi pour vous, j'ai envie de dire, la première partie aussi Oui, et donc toute mon africanité, et moi je transporte avec moi, pas seulement sur mon visage, mais dans ce que je partage aussi avec celles et ceux que je rencontre, qui croisent ma vie, dont je croise la vie et l'existence aussi, je partage cette africanité-là. La langue qui est la mienne, cette langue créole, cette langue récente, ce peuple récent, je veux dire, il y a de l'africanité, il y a de l'européanité, même si le créole est une langue qui a été créée par les colons pour arriver à se comprendre, colons esclavagistes, avec tous les esclaves. C'est pour ça que vous retrouvez un créole très similaire à la Jamaïque, à la Dominique, à l'île de la Réunion, en Guyane. C'est pour ça que la langue se ressemble. Mais ce sont aussi des cultures, c'est aussi une mémoire. C'est aussi une mémoire de cette Afrique, longtemps fantasmée lorsque vous êtes gamin, et qui devient une réalité lorsque vous compreniez mieux le continent, parce que vous avez lu de grandes personnalités, parce que vous êtes allé sur le continent, parce que vous avez compris que on ne sera jamais, moi en tant qu'Afro-Caribéen, je ne serai jamais celui que j'aurais pu être s'il n'y avait pas eu les épisodes coloniaux et esclavagistes, mais je suis un être différent, nous sommes des êtres différents, et on doit accepter ce que nous sommes. Moi, je ne rejette pas le français, par exemple. Vous avez certains très engagés disent il faut rejeter la langue française parce que moi, je n'ai pas rejeté ça. Sinon, je serais en guerre avec moi-même. Et vous ne croyez pas non plus au racisme anti-blanc, vous, j'ai vu ça. Non, le racisme anti-blanc, pour moi, n'existe pas. Tout comme le racisme anti-noir n'existe pas. Tout comme le racisme anti-asiatique n'existe pas. Il y a le racisme, Tout court. quelle que soit la personne qui en est victime ou qui s'en rend coupable. Vous voyez, si on commence à hiérarchiser, ça veut dire qu'il y aurait un racisme originel, presque accepté, c'est-à-dire les blancs envers les autres, et que l'autre racisme, qui serait un racisme de réaction, serait, lui, moins acceptable par les blancs, et donc ils ont besoin de le nommer. Non, il n'y a pas de couleur pour être raciste. Ça, pour moi, c'est très clair. Ce que je veux dire, c'est qu'un blanc peut être victime de racisme. Mais évidemment. Évidemment. Bah, évidemment, un blanc peut se faire traiter de sale blanc, de tout ce que vous voulez. Évidemment, le racisme, c'est le racisme. Et pour moi, l'humanité est une et indivisible. Le jour où on commencera à changer nos logiciels, à réfléchir de cette façon-là, bien des combats menés seront remportés, des combats au nom du respect, de la dignité, de l'égalité seront remportés. J'en suis persuadé. Il faut vraiment mettre un terme à ce genre de choses qui divisent. Le racisme anti-blanc n'existe pas, comme le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est le racisme, point barre. Alors, on parle beaucoup de Guadeloupe, justement, en plus ces temps-ci. J'aimerais bien avoir votre avis sur la situation actuelle en Guadeloupe, notamment sur la crise de la vie chère. Ouais, en mais avant Martinique, ça, ouais. Et en j'aimerais, Guadeloupe, partout. Ouais. bien sûr, mais j'aimerais avant ça vous demander, est-ce que justement les habitants, par exemple, notamment de la Guadeloupe, justement, c'est une question un peu provoque, mais justement pour engager le débat, est-ce qu'ils sont fiers d'être français ? Ils sont avant tout fiers d'être martiniquais, ils sont avant tout fiers d'être guadeloupéens, ils sont avant... Non, mais ça, c'est très important. Ouais, mais est-ce qu'ils ne sont pas français avant tout ? Mais Pardon. oui, Ça, non, ils ne sont pas français avant tout. Eh Non. Et ça, alors, là, je recommande aux uns aux autres, il faut lire Césaire voilà, pour comprendre un peu, parce que ça peut permettre rapidement de comprendre La l'âme France, c'est pas la de métropole l'antillais. seulement. Mais si, mais oui, justement.
La France, c'est la métropole. La métropole, si on regarde la définition de métropole, c'est pour ça que moi je n'emploie jamais ce terme-là, et je le dis avec un peu de prétention, je fais partie de ceux qui, il y a quelques années, ont expliqué, grâce à ma radio Tropique FM, mais pas seulement, qu'il fallait arrêter d'employer le terme métropole. C'est où nous sommes français, ou nous ne le sommes pas. Le terme métropole, c'est simple, hein, c'est le territoire qui administre des terres conquises. C'est ça, hein, c'est le centre du pouvoir. Hein. Alors, est-ce que lorsqu'on est à Bulle-et-Baronnie, est-ce qu'on dit la métropole pour parler de Paris? Non, puisque c'est l'ensemble du territoire français. Lorsque je suis à Pointe-à-Pitre, je suis désolé, si je prends l'avion, je vais à Paris. Je ne vais pas en métropole. Sinon, j'accepte l'idée que je suis encore un colonisé et que je subis encore la domination coloniale. Donc, l'Antillais, le Guyanais, le Réunionnais, et on pourrait parler de la Kanaki, la Nouvelle-Calédonie, ils sont avant tout ce qu'ils sont dans leur identité, dans ce qui les constitue réellement. Et puis, il y a cette France qui... Enfin, je veux dire, moi, lorsqu'on est les Antillais, beaucoup d'Antillais vous diront, qu'ils soient autonomistes, indépendantistes ou pas, vous diront, oui, nous sommes français, mais nous sommes avant tout martiniquais, nous sommes avant tout guadeloupéens, nous sommes avant tout guyanais. Parce qu'on est le fruit de la terre qui nous voit naître et qui nous voit grandir. Cette terre-là, administrativement, c'est une terre française, mais en réalité, ce n'est pas la France. C'est la Guyane, c'est la Guadeloupe, c'est l'île de la Réunion, c'est Mayotte. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a dans cette terre une histoire. Mais vous ne croyez pas qu'en tenant ce discours, vous incitez justement à partitionner Mais c'est ça la force. Mais non, là est la force. La Le communauté breton, française, elle non. est Le Corse, censée être non. une et unique, indivisible. Mais ça, c'est administrativement parlant, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, c'est comme ça que je le vois. La France est une et indivisible. Dans les faits, puisque vous avez évoqué la vie chère, dans les faits, ce n'est pas la réalité. Les inégalités de traitement sont là. Donc si la France... Christine Kelly, que je recevais ici il y a quelques mois, justement, s'était indignée du traitement justement de ces gens dans les Outre-mer. C'est donc une problématique réelle qui perdure. C'est l'inégalité dont est capable la République envers celles et ceux, et on en revient à ce point-là, point d'achoppement entre vous et moi, on en revient à cette inégalité de traitement qui fait que vous êtes encore des Français en périphérie d'eux. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et l'île de la Réunion sont départements français depuis le 19 mars 1946. Depuis cette date-là, je vous assure, nombreuses et nombreux sont celles et ceux à se battre pour une égalité réelle. Lorsqu'on a proposé à Césaire une loi d'assimilation, Césaire l'a refusé pourquoi? Pour tout ce que nous sommes en train d'évoquer. Il l'a refusé parce que pour lui, il y a des peuples qui ont une histoire particulière. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'ensemble français, mais une histoire particulière. Et donc, il ne peut y avoir assimilation. Assimilation, ça veut dire, c'est renier une partie de soi pour se rallier aux dominants, se rallier aux puissants. Et c'est ce néologisme-là, nous le devons à Césaire, départementalisation, la loi de départementalisation, qui est beaucoup plus juste. Et je vais vous dire, qui pour moi est en accord avec l'esprit républicain, avec la citoyenneté républicaine. Il ne peut y avoir encore d'envie de dominer les uns et les autres parce qu'ils ont une histoire particulière, ils ont été esclaves, leurs ancêtres ont été esclaves, ils ont été colonisés. Les Corses, est-ce qu'on ne parle pas du peuple corse avec toutes les revendications autonomistes, indépendantistes? Les Bretons, n'y a-t-il pas vissé au corps de chaque Breton cette identité bretonne? Ils vous diront, ils sont bretons. Sur les plaques des voitures, vous voyez le drapeau breton. Vous savez que lui, il affirme son appartenance à cette terre-là, avec une histoire particulière par rapport à ce parisianisme. Qu'est-ce que vous pensez de la nomination de Manuel Valls au ministère des Outre-mer? Manuel Valls fait partie de ces hommes pour qui je n'aurai une grande déception. Je suis vraiment, parce que j'ai connu Manuel Valls dans un humanisme réel, sincère, et à la suite du 7 octobre, même avant lorsqu'il était Premier ministre, j'ai vu un autre homme, j'ai entendu un autre homme. Et pour moi, c'est une déception parce qu'il faisait partie pour moi de cette génération d'hommes qui allait justement faire changer la France et décloisonner pour que les identités des uns et des autres ne soient pas des murs dressés. Et lui, il est le maçon qui continue à mettre des briques pour que les murs soient beaucoup plus hauts. Donc je suis déçu et je ne pense pas qu'à l'outre-mer, ce soit
l'homme providentiel. Pensez qu'on abandonne les Outre-mer aujourd'hui? Moi, je fais partie Qu'est-ce que vous proposeriez justement si vous étiez ministre des Outre-mer? moi, je pense que l'histoire, le sens de l'histoire, c'est d'aller vers une plus grande responsabilité des territoires d'outre-mer. Pour certains territoires, C'est-à-dire leur laisser plus d'autonomie? plus d'autonomie, et pour certains territoires, aller dans un avenir, 10 ans, 20 ans, 30 ans, aller vers l'indépendance. Ah oui, mais d'accord. Ah non, mais, Non, mais au moins, très vous êtes clairement. franc. Voilà. Ah oui, oui, je suis très clair. Il y a, Vous êtes pour il l'indépendance? y a aujourd'hui 2 territoires qui n'ont pas demandé à être français, mais qui se retrouvent être français par la colonisation et l'esclavage. La Guyane, avec des peuples autochtones qui sont toujours là, repoussés dans la forêt amazonienne, mais ils sont là, ils existent, c'est leur terre, c'est leur terre. Et il y a la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Vous avez un peuple qui a perdu sa terre ancestrale par la guerre, par la domination, qui a connu toutes les lois de l'indigénat, qui a connu les humiliations du racisme. Vous avez un peuple qui revendique de pouvoir à nouveau jouir pleinement de sa terre ancestrale. Le sens de l'histoire voudrait que l'on puisse permettre à ce peuple-là cela. Au lieu d'aller sur ce chemin-là, eh bien, on veut élargir le corps électoral pour permettre à d'autres venus de France métropole, et j'emploie le terme à dessein, pour qu'ils puissent justement voter et mettre définitivement fin aux velléités d'indépendance. Et ça, c'est pas possible. Vous avez beaucoup fait justement pour accroître la visibilité de l'outre-mer dans les médias. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus selon vous aujourd'hui? On va parler de Mayotte juste Oui. après aussi. Alors déjà, petite chose qui peut paraître anodine, mais c'est important, lorsque vous regardez France 2 aujourd'hui, France Télévisions, et lorsque vous avez ce bulletin météo outre-mer, bah c'est moi, qui au moment où j'étais délégué interministériel, qui me suis battu pour que ce soit fait. Il y a eu des réticences, France 3 était très réticente, et France 2 l'a fait. Vous voyez, vous avez maintenant un bulletin outre-mer sur France 2, avant le journal. M6, Nicolas de Taverneau, pour ne pas le nommer, m'avait promis de le faire sur M6. Ce n'est pas fait. Vous voyez, il y a dans l'esprit de certains des réticences à comprendre que la France est un archipel. Voilà, désormais, la France est un archipel. Vous voyez, je ne vous parle pas de ce que moi je pense, faut-il être indépendant, ou moi je suis dans l'âme, je suis indépendantiste, mais je ne verrai jamais cette indépendance-là. Mais aujourd'hui, la France est un archipel. Alors il faut respecter l'ensemble de notre territoire. Mais je voudrais quand même remercier au passage, merci Eric si cela est possible, je voudrais remercier quelqu'un qui n'est plus de ce monde, qui a été à France Télévisions, qui a dirigé RFO comme on disait à l'époque, c'est Claude Esclatine, qui m'a aidé justement pour obtenir ce bulletin météo, remercier Gilles Camouilly et Laurent Romeshko, parce que voilà, ils furent tous les artisans pour que je puisse obtenir cette victoire pour les originaires d'outre-mer et pas seulement pour la France en général. Mais moi je vais vous dire, je vais aller beaucoup plus loin. Moi, je pense que le ministère des Outre-mer est quelque chose d'anachronique aujourd'hui. Où les gens sont français, où les gens ne le sont pas. À ce moment-là, s'il y a un ministère des Outre-mer, il faut que l'île de Ré, Ouessant, la Corse soient représentés également dans ce ministère des Outre-mer. Le ministère des Outre-mer dont nous parlons, c'est l'ancien ministère des Colonies, qui se trouve dans le même hôtel particulier parisien. Le ministère des Outre-mer aujourd'hui, il régit les confettis de l'ancien empire colonial français. Tous ces territoires qui étaient d'anciennes colonies. Vous voyez, c'est en cela, si on change le logiciel, on se regarde entre Français, quelle que soit la couleur de notre peau, notre religion, on se regarde autrement. Vous mettez un terme au ministère des Outre-mer parce que finalement, si ces territoires-là sont vraiment la France. Et d'un autre côté, vous avez certains de mes amis indépendantistes qui disent non, il faut garder le ministère des Outre-mer pour bien montrer quel est notre statut aujourd'hui au sein de l'ensemble français. Oui, ce que je trouve un petit peu triste, on va dire, c'est que, bon, vous avez tout à fait le droit d'être indépendantiste, mais en revendiquant justement ces autonomies, est-ce que vous participez pas à déconstruire le principe même de la nation? C'est justement d'agréger plein de personnes qui ne viennent pas forcément d'une culture commune au départ et qui se retrouvent justement sur l'essentiel. En entretenant, en maintenant un ministère des Outre-mer, on entretient un passé très présent, c'est le passé de la colonisation. Vous voyez, on peut poser les questions la même question dans l'autre sens et aboutir à la même chose. Il y avait une chaîne qui s'appelait François, qui était la chaîne des Français Qui a d'Outre-mer. disparu.
C'est vrai. Et au moment où on parlait de la suppression, j'ai dit au président Macron que la suppression de François serait une erreur Je suis d'accord avec vous. stratégique et Et politique. politique. Et le président voulait que l'outre-mer soit partout. À 2 reprises en public, je lui ai dit ça, enfin en petit comité. Et finalement, François a été supprimé, c'est-à-dire que l'État français a supprimé une chaîne du service public, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, qui était à destination pas uniquement des originaires d'outre-mer, mais qui mettait en lumière, en valeur, en exergue les identités d'outre-mer, mais qui était à destination de tous les Français. Au moment où vous avez des revendications autonomistes, au moment où vous avez des inégalités qui perdurent, et au moment où toute une jeunesse déboulonne et demande des réparations suite à la colonisation, à l'esclavage. Vous supprimez cette chaîne-là, mais quelle erreur monumentale, incroyable. Et vous avez des élus en Outre-mer, je vais le dire très clairement, qui n'ont pas su défendre ce qui était un acquis depuis 2009, au moment où il y a eu la grève générale en Guadeloupe à partir du 20 janvier et du 5 février en Martinique. Il y a eu les États généraux de l'Outre-mer voulus par le président Sarkozy, et ces États généraux avaient débouché sur des avancées trop faibles pour beaucoup d'entre nous, mais qui étaient déjà importantes. C'est le président qui dit François va devenir la chaîne sur la TNT nationale pour que l'on comprenne les contours de la France. Le président Macron a supprimé, enfin, avec France Télévisions, parce que pour moi, il y a responsabilité collégiale, ils ont donc supprimé cette chaîne. Vous l'avez rappelé, vous aviez été ancien donc, délégué interministériel. Ouais. C'était sous Nicolas Sarkozy. Un petit mot de ce qui arrive à Nicolas Sarkozy en ce moment, vous en pensez quoi? Non, moi, si vous regardez mes réseaux sociaux, je ne commente jamais les décisions judiciaires de cet ordre-là, parce que c'est trop complexe. C'est très facile de dire ah mais donc j'évite, que ce soit pour Nicolas Sarkozy ou que ce soit pour Marine Le Pen ou que ce soit pour quelqu'un de gauche ou de droite. J'évite parce que je trouve que c'est là où on devrait. La justice a décidé que Nicolas Sarkozy est coupable, que Marine Le Pen sera peut-être inéligible. Enfin, c'est pas à nous à commenter. La CPI décide que Netanyahou et Gantz doivent être poursuivis, mandat d'arrêt contre eux. Ce n'est pas à moi de commenter. Vous voyez, je suis... et c'est pas la langue de bois du tout. Hein. C'est que, voilà. En tout cas, la Bon, moi, je politique... ne connais pas le dossier. Hein, je suis pas... Après, je peux vous dire... Alors ça, c'est pour l'aspect judiciaire, mais la Ouais. politique, vous interdisez Oui. pas de la commenter. Ça, c'est vrai. Et la vie, j'ai envie de dire, des politiques aussi, et Oui. notamment, on ne peut pas s'empêcher d'en dire quand même un mot. La mort de Jean-Marie Le Pen, vous l'avez beaucoup commenté. Et alors, c'est vrai que vous êtes un peu difficile à suivre sur X, parce que j'ai quand même vu que vous aviez quand même, paradoxalement, tout en étant très virulent à l'égard de Jean-Marie Le Pen, Oui. reconnu qu'il avait voulu faire rentrer, enfin, il avait milité pour que Aimé Césaire... rentre à l'Académie française. Oui. Alors, quel est le regard que vous portez maintenant qu'il est disparu sur Jean-Marie Le Pen et sur tout ce que ça a suscité au moment de sa disparition, ce qui a été quand même assez hallucinant, mais bon... Alors juste pour dire que la petite manifestation à la République pour boire un coup et pour célébrer sa mort, je trouve que c'est indécent. Voilà. Alors c'est peut-être mon éducation qui parle, mais je trouve que ça ne se fait pas. Parce que des gens l'aimaient, les membres de sa famille en premier lieu, qui le pleurent, j'imagine, encore aujourd'hui. Et je trouve qu'il faut savoir être un peu digne. Et ça, pour moi, c'est un rassemblement qui manque de Vous voulez dire que dignité. même l'ennemi mérite le respect, ce qu'il avait d'ailleurs... Il est mort, c'est fini. il avait fait un tweet lors du décès de Jacques Chirac où il disait que Oui. même l'ennemi... Il est mort, c'est fini, c'est terminé. Alors après, l'histoire, puisque c'était un personnage public, un homme politique... vous avez été très virulent, justement. Quand même. Mais moi, en revanche... Le regard que vous portez sur l'homme... À ce que je pense, mais évidemment. Moi, je fais partie de ces gamins aussi de banlieue qui se sont fait... Lorsque on sortait de l'école, il y avait les fachos qui sortaient et qui se faisaient... Et nous, on se faisait frapper. On se faisait frapper par des gens qui étaient du Front National. Donc, je ne peux pas avoir ni de sympathie, ni de ce que vous voulez pour Jean-Marie Le Pen et les membres du Front Non, National. mais sur l'homme, après, évidemment... Non. Après, Ouais. les êtres humains sont complexes. Vous savez, Dieudonné, que je recevais ici, reconnaissait lui-même qu'il avait été élevé dans la haine de Jean-Marie Le Pen et qu'il s'était rendu compte finalement Moi, j'ai pas été qu'on lui élevé dans la avait finalement pas parce qu'il décrit l'a connu. le personnage. Mais parce qu'il l'a connu, parce qu'il l'a rencontré. Ouais. Moi, je n'ai pas été élevé dans la haine de Jean-Marie Le Pen. Hein. Mais vraiment pas. Simplement, je sais ce que moi j'ai vécu à cause des gens de son parti. Donc, la question, c'est peut-on occulter le fait qu'un parti et qu'un homme
soit dans ce rejet de l'autre lorsque l'autre c'est vous. Moi, non. Alors, ce rejet-là, ce racisme-là, après on pourrait ergoter, savoir était-il vraiment raciste ou pas, je ne rentre pas là-dedans. Moi, je juge un responsable politique sur ce qu'il dit et sur ce qu'il fait, pas sur ce que je pense qu'il pense. Ça pour moi, ça n'a aucune importance. Ouais, il n'avait jamais, enfin, je ne sais pas, mais non, vous dites, je suis serait paradoxal. répréhensible. Est-ce que c'est pas non plus, peut-être, on n'est pas responsable de tous les J'ai fait imbéciles deux et les abrutis qui peut-être se revendiquent. Qui se ressemblent, ça semble. Ça paraît un peu court de le dire comme ça. Vous avez dit une chose, j'ai eu deux publications. Vous essentialisez en disant ça, c'est-à-dire que c'est le fameux extrême droite où on met tout le monde dans le même sac. J'ai eu deux publications. Ma première publication, c'est de dire, voilà, la mort d'un raciste. Alors, pour celles et ceux qui sont des fans du cinéma, moi je suis un fan du cinéma français, de l'après-guerre, enfin de cinéma français même, depuis le début du parlant jusqu'aux années 70, ça peut nous rappeler le titre d'un film d'un homme que connaissait bien Jean-Marie Le Pen, Alain Delon. Donc, qui était un de ses amis d'ailleurs. Qui était un de ses amis. La mort d'un raciste. Et la mort d'un pourri, la mort d'un flic, enfin bon bref. Et si vous voulez, j'ai voulu dire ce que je pensais, ce que moi j'avais vécu sur la réalité. Vers la fin de sa vie, ce sont des femmes d'origine immigrée qui s'occupaient de lui. Et je le sais de sources sûres. Ce sont des femmes immigrées qui s'occupaient de lui, qui le lavaient, qui s'occupaient de lui au quotidien. Vous vous rendez compte, quand même assez étonnant. Hein, cette immigration dont il ne veut pas, ce sont ces femmes immigrées qui s'occupent de lui. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a tout le discours politique, toute la fracture que ça crée au sein de la France. Ça veut peut-être dire paradoxalement, alors vous allez me dire qu'évidemment elle s'occupait de lui, donc il y avait peut-être un lien, on va dire, de subordination, mais je ne le crois pas. Ah non, ça n'a rien à voir avec ça, il elles faisaient leur travail. Alors, du coup. Non, elles faisaient leur travail. Ah non, c'est pas du tout ça. Ça veut dire que de son côté, il n'était peut-être pas raciste non plus. Non, ça n'a rien à voir. C'est qu'aujourd'hui, les aides médicales en France et en Ile-de-France... Oui, mais s'il était vraiment, comme vous dites, raciste... Non. Ah bah non, vous savez, ah non, le racisme, c'est quelque chose de très complexe. Je dis souvent, le premier président des États-Unis, George Washington, sa femme cachée était une esclave. Il ne faut jamais oublier ça. Dans les armées coloniales françaises, le gros des troupes des armées coloniales étaient des Africains qui combattaient d'autres Africains. Ça ne veut pas dire que les officiers coloniaux adoraient les Noirs. Non. Là-dessus, vous savez, le cerveau humain, les êtres humains sont très complexes. Non. Il y a une chose, c'est que ce métier-là, vous savez, aide à domicile, ce sont des métiers mal payés. C'est vrai, ce sont des gens exceptionnels, je le sais, parce que j'ai un papa qui est âgé et je tiens à leur rendre hommage. Ce sont des gens qui font un métier. Et donc, ces femmes-là ont fait leur métier. Incroyable. Et lui... là, c'est l'être humain. Vous savez, lorsque vous êtes âgé ou pas, lorsque vous êtes âgé, c'est l'être humain qui parle. Il a en face de lui des femmes qui l'aident. Donc, on ne va pas rejeter ces femmes-là. Il y a des gens qui sont capables, à l'hôpital, on le sait, ma mère était infirmière, où on vous dit, je ne veux pas que la négresse me touche. Ma mère, vous savez, c'est très important que je vous dise, je vous raconte ce petit épisode très, très rapidement. Ma mère était infirmière. Et ma mère a sacrifié sa vie pour élever ses enfants. Et... à la fin de sa vie, nous étions déjà, nous, parents, et elle nous dit, vous savez, parce qu'on parlait de racisme, de politique, vous savez, tous les jours à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, on me traitait de sale négresse. Tous les jours. Je ne vous ai jamais rien dit parce que je ne voulais pas qu'il y ait en vous la haine envers les Blancs qui insultent votre mère. Je préférais vous nourrir de culture, d'ouverture sur les autres, de spiritualité également, et que vous puissiez, vous, avoir vos propres rêves et réaliser vos propres rêves. Je n'ai pas voulu vous dire ce que je subissais, mais tous les jours, on m'insultait. Et lorsque votre mère vous dit ça, vous vous dites, ma mère est vraiment mon héroïne. Elle nous a peut-être évité d'avoir une colère pas saine, mais compréhensible en tout cas, mais qui aurait peut-être pu hypothéquer nos vies. Vous voyez, c'est aussi ça la responsabilité. Je parlais tout à l'heure, micro, macro, l'individualité, à quel moment on est responsable de ce qui se passe au sein de la cité. À quel moment on peut influer. Ma mère, en faisant ça, elle a joué son rôle. Elle a dit, je ne veux pas que mes enfants soient dans la haine, dans la colère et la haine des autres. Ce qui fait que la haine et la colère n'existent pas en moi, ni raciale, ni religieuse, ni rien du tout. Parlons un peu de Mayotte. Comment est-ce que vous avez réagi au passage du cyclone Chido ? J'ai dit que très clairement, pour moi, ce n'est pas le cyclone qui réellement a tué, même si on ne connaîtra jamais vraiment le bilan.
ce n'est pas le cyclone qui a tué, mais c'est l'extrême pauvreté qui a tué. Tout comme en 2010, c'est le tremblement de terre, la pauvreté lors du tremblement de terre en Haïti qui a tué. Et là, on s'interroge sur ce qu'est notre pays, justement. On s'interroge sur cette inégalité impossible, inégalité en termes d'infrastructure, en termes de social. Et d'ailleurs, lorsque j'étais délégué interministériel, moi, je n'étais pas pour la départementalisation de Mayotte. Non pas que je ne voulais pas que les Mahorais deviennent français, puisqu'ils ont choisi d'être français. Il y a eu un référendum, ils l'ont choisi. Et Macron a dit que sans la France, Mayotte serait dans une situation bien pire. c'est inacceptable de dire ça à des Français. Vous voyez, on en revient encore à cela. Lorsque vous dites ça à des gens, à une frange de votre population, ça veut dire que vous considérez inconsciemment, je pense que c'est très inconscient, le président n'a pas réfléchi à ça, ça veut dire que vous considérez que ces gens-là ne sont pas totalement français. Est-ce qu'il dirait ça à des Bretons, à des Vendéens, à des Auvergnats qui subiraient une catastrophe naturelle? Est-ce qu'il dirait oh, vous êtes en colère, mais calmez-vous, si la France n'était pas là, vous n'auriez même pas une bouteille d'eau? Jamais il ne le ferait. Vous voyez, on en revient encore. Quels sont nos imaginaires dans le regard que l'on a sur l'autre? Tout le problème est là. Mayotte, les Mahorais ont décidé d'être français. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de Mayotte et comment cette île vendue à la France, enfin par un sultan. Je ne vais pas rentrer sur tout ça. Parce que parfois, il faut savoir convoquer l'histoire pour comprendre le présent et bâtir l'avenir, mais il ne faut jamais être prisonnier du passé. Jamais. Quelles que soient les questions. Et vous avez là un territoire, donc j'en reviens, je suis désolé, j'en reviens à ce que je vous disais, je n'étais pas pour parce que je savais que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, depuis la départementalisation de 1946, tout le monde se bat pour cette égalité et que on ne l'obtient pas. Et pourtant, nous les Antillais, on est plutôt grande gueule, hein. On ne se laisse pas faire, hein. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et je me suis dit, mais les pauvres Mahorais, ils ne savent pas dans quel marigot d'inégalité de traitement ils vont se retrouver. Et ce que je pensais en 2011, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On le constate tous les jours. Et on était aussi déjà en 2011 à un moment où on parlait de l'islam. Est-ce que l'islam est compatible avec la République? C'était l'histoire de Jean-François Copé, du pain au chocolat, du gamin qui se fait voler ce pain au chocolat par un petit musulman. Enfin, c'était des choses comme ça. Et je dis, il faut faire très attention à ce que l'on est en train de faire. Parce qu'on risque de le payer cher. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, la France a la possibilité d'entretenir tous ces territoires qui sont, encore une fois, les confettis de son ancien empire colonial? D'ailleurs, c'est l'expression que j'ai employée dans mon dernier rapport de 2012. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui réfléchir autrement. Il ne faut pas qu'il y ait tabou. Le fait que Mayotte vote majoritairement pour Marine Le Pen, Mais c'est normal. Ça ne vous étonne pas? Non. Vous savez pourquoi? Parce que Marine Le Pen est probablement la seule qui, à chaque fois, à chaque campagne, et pas seulement, parle des originaires d'outre-mer. Moi, je l'ai dit, moi, je suis quelqu'un d'honnête. C'est pour ça que dans mes 2 publications, suite au décès de Jean-Marie Le Pen, j'ai publié aussi ce moment où il défend Césaire et la poésie de Césaire. Ça pourrait être étonnant, d'ailleurs, lui-même le dit, il dit, je sais que ça peut étonner certains. Vous voyez, c'est ça. Mais bon, il était quand même l'homme politique que l'on sait. Je pense qu'il faut enfin, on devienne honnête envers nous-mêmes. Et puis de se dire, l'histoire de France, c'est une histoire particulière. Elle ne ressemble à aucun autre pays du monde. La France est constituée de populations venues de l'ensemble de l'empire colonial français. Et nous faisons nation avec cette histoire-là. Et vous avez des gens qui voudraient nous dire que minimiser certains épisodes pour nous dire que non, il y a les Français de souche et il y a les autres Français. Il n'y a pas de Français de souche. Ça ne veut rien dire. Lorsqu'on vous dit que la France est un pays judéo-chrétien, ça ne veut rien dire. Avant la France, avant que les barbares viennent, les Visigoths, les Ostrogoths, les Francs viennent, il y avait la Gaule, il y avait la Gaule romaine. C'était des païens et des animistes. Vous voyez, je trouve qu'il faut regarder la France autrement et se dire que la France peut gagner le monde avec l'énergie extraordinaire de la diversité de sa population. La diversité de la population française, c'est la somme de son histoire. Ou nous l'acceptons, ou nous sommes condamnés à périr. Tout à l'heure, pardon, quand vous parliez justement des gens qui ont aidé Jean-Marie Le Pen
dans sa fin de vie, j'avais l'impression que vous faites forcément un lien. Est-ce qu'il faut forcément faire un lien entre racisme et refus de l'immigration? Est-ce que ça veut forcément dire qu'on est raciste si on est contre l'immigration? Chez beaucoup, oui. Regardez aujourd'hui toutes celles et tous ceux qui portent cette idée, ce refus d'une immigration venue d'Afrique subsaharienne ou du monde arabe en général. On parle très peu des Asiatiques. Il y a du racisme. Pour moi, lorsque la politique d'un gouvernement, lorsqu'au cœur de sa politique, il y a l'immigration, c'est une forme de racisme. Lorsqu'un média a dans sa ligne éditoriale l'immigration, c'est une forme de Et racisme. vous visez un média en particulier? Bon, les médias, on les connaît, hein, qui passent leur temps à cela, à parler d'immigration, à cracher sur les musulmans. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, mais Moi, soyons concrets, là. Vous Non, parlez non, moi, je suis quoi, Il y a de- CNews et pas seulement. Il y a CNews et BFM de temps en temps, et d'autres aussi. Je pense que les gens n'ont pas. Je sais que vous aimez l'histoire. Moi, je suis un féru d'histoire. Lorsque j'entends ce qui se dit, je lis ce qui s'écrit, ça me replonge automatiquement dans ce qui a été commis, dit dans les années de l'entre-deux-guerres. C'est exactement la même chose. Allez relire ce que l'on disait des uns et des autres, de ces juifs, de ces colonisés. Allez lire. Et ça nous a amenés à la catastrophe, à des crimes contre l'humanité imprescriptibles. Vraiment, je vous assure, les mots sont les mêmes. Les mots sont les mêmes. Et lorsque l'occupant allemand traitait les résistants de terroristes, les mots sont les mêmes aujourd'hui face à des femmes et à des hommes qui résistent à l'oppression et à la colonisation. Je vous assure, moi, vous savez, pour moi, il n'y a pas de... Jean-Marie Le Pen disait que pour lui, il y avait des êtres supérieurs et des êtres qui n'avaient pas la même capacité intellectuelle. Il se trompe, mais d'autres aussi, d'autres l'ont dit. Hein. Claude Guéant avait dit, c'était en 2012, je crois, il avait dit toutes les civilisations ne se valent pas, ne sont pas... il se trompe, mais ça, c'est un logiciel très occidental, ça. De penser que parce qu'on a inventé les avions, parce qu'on est capable d'aller sur la Lune, on est supérieur aux autres. Mais le rapport que l'on a à soi, le rapport que l'on a à la planète, le rapport que l'on a à la nature n'est pas le même. La preuve, c'est qu'on parle beaucoup d'écologie. Vous savez, on pourrait demander aux peuples, aux Inuits par exemple, on pourrait demander ce qu'on appelle les pygmées, les Bakas, on pourrait leur demander leur rapport à la nature. Eux ne prélèvent que ce dont ils ont besoin. Nous, on détruit notre planète au nom du business et du commerce. Non mais, allons jusqu'au... Vous voyez, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à déconstruire tout ça, on ne comprend pas dans quelle merde l'humanité est aujourd'hui. Oui, mais donc il y a des sujets tabous à vous entendre. Par exemple, l'immigration, ça voudrait dire qu'il faudrait ne pas en parler. Non, pas du tout, pas du tout. Mais vous ne pouvez pas vous être édifié sur la prise des territoires des autres, la mise en coupe réglée des territoires des autres, que ce soit de façon physique ou économique ou autre, en mettant souvent des gouvernements à la tête des pays, ou en favorisant l'avènement d'un parti qui sera favorable à la poursuite du pillage des matières premières, et empêcher les gens de venir. Les gens suivent l'odeur de l'argent. Et puis, moi j'oublierais, j'ai une chanson qui est dans mon panthéon, c'est celle de Jean-Jacques Goldman là-bas, chanson de 1984 ou 86 si ma mémoire est bonne, où on ne parlait pas de l'immigration subsaharienne, hein. On pense à quelqu'un qui venait du Portugal ou d'Espagne, et cette personne qui va chercher, oui, elle ira, même si sa vie est en danger, elle ira, parce elle veut vivre mieux, elle va aller jusqu'au bout, elle veut s'accomplir. C'est ça l'humanité. Et tous les êtres humains, comment l'Australie a-t-elle été peuplée en prenant le territoire des peuples autochtones, si ce n'est pas par la colonisation? Ce ne sont pas des pauvres Anglais, des pauvres Irlandais qui sont allés là-bas et qui ont fait fortune et qui ont pris la terre du peuple autochtone. Vous êtes déjà allé en Australie voir comment sont traités les aborigènes? C'est-à-dire que pour moi, ces terres-là, les terres d'Amérique du Nord, les terres d'Amérique du Sud, les terres de l'Océanie, donc la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, sont des terres colonisées. Ce sont des terres colonisées. Alors oui, c'est pas parce que vous avez établi des États, les États-Unis, tout ce que vous voulez, on a pris ces terres-là à des êtres humains. On a parlé de notion de découverte. Il n'y a jamais eu de découverte puisque des êtres humains vivaient là. Mais c'est Livingstone qui disait que rien n'existe tant que le blanc ne l'a pas découvert. Vous voyez? Donc, lorsqu'on parle d'immigration, moi j'ai tout ça à l'esprit.
Je me dis, n'est-il pas possible de construire un autre monde? Les gens ne viendraient pas si on n'avait pas paupérisé leurs États, leur pays, leur nation. S'il n'y avait pas à la tête des États, souvent, des gens qui sont favorables aux anciennes puissances coloniales. Ou qui ne seraient pas juste des nations soumises aux États-Unis. C'est tout cela qu'il faut prendre en compte. Cette immigration, des jeunes brillants. Vous imaginez le courage qu'il faut pour traverser le désert, pour traverser la mer et pour venir se faire humilier en Europe, parce qu'ils savent tous, hein, ceux qui les attendent. Mais ils préfèrent. Il y a une chanson d'un chanteur ivoirien qui s'appelle Ismaël Isaac. Il se met dans la peau d'un migrant. Il dit « Je préfère périr en mer que d'avoir honte devant les yeux de ma mère. » Vous vous rendez compte? Il faut changer les choses. On va arriver bientôt au terme de cet entretien, Claudie, et merci encore de l'avoir accepté. Un mot quand même de l'état de la liberté d'expression quand même dans notre pays, puisque justement vous êtes, je le dis, même si ça peut ne pas plaire à certains, mais c'est ce qui fait la force aussi, j'en suis fier de cette émission. Est-ce que, par exemple, sur ce qui se passe là, notamment, c'est amusant puisque vous dénonciez CNews, mais bon, il y a cette décision de l'Arcom qui va faire que C8 va être, à la fin du mois de février, zappé du paysage télévisuel. Vous aviez récemment, je crois, vous étiez ému que l'émission Touche pas à mon poste s'inspire du mouvement Touche pas à mon pote. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et me dire ce que vous pensez au passage de Cyril Hanouna? Alors, dire déjà que Cyril Hanouna a vraiment été un ami. C'est vraiment quelqu'un qu'on se connaît depuis très longtemps. A été, c'est-à-dire qu'il n'est plus? Je ne considère pas que... Non, au regard au regard de ce qu'il est, de ce qu'il est devenu, parce qu'il n'était pas du tout cet homme-là. C'est un homme avec une ouverture sur les autres, avec de l'empathie, avec du respect. C'est pas quelqu'un d'outrancier, mais vraiment, c'était... ouais, moi, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mais au passé? Oui, je le dis au passé parce que, et il le sait, parce que pour moi, j'espère pour lui que devant l'histoire, il ne sera pas comptable d'être un de ceux qui aura donné la parole à des racistes notoires et d'avoir divisé ce pays-là. Non, mais attendez. Mais encore une fois, je le dis parce que s'il y avait un équilibre dans son émission, ça ne me poserait aucun problème. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre que des gens viennent exprimer leur rejet de l'autre. Tant que c'est pas insultant, tant qu'ils ne tombent pas sous le coup de la loi. Mais ils peuvent très bien dire, moi j'aime pas les Guadeloupéens comme toi. Ok, on peut discuter. Moi j'ai pas ce problème-là. Moi il n'y a pas de gens que je hais dans ce qu'ils sont, dans leur identité. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Mais je peux l'entendre. Et on peut dialoguer ensemble. Moi je dialogue avec des gens qui sont vraiment à l'extrême droite. Je dialogue avec eux. On n'est pas d'accord, mais je dialogue. Cyril, pour moi, il est devenu une sorte de... J'ai pas envie d'employer des mots trop forts parce que j'aime pas être insultant envers les gens. On est dans un monde aujourd'hui, dans une France qui est en repli identitaire. Et il est l'un des instruments de ce repli identitaire. Voilà. Et celui qui joue ce rôle-là... Quel repli identitaire? En France, il y a un vrai repli identitaire. C'est-à-dire que le jour où on s'acceptera tel que nous sommes dans notre diversité, pour moi, il n'y aura plus de repli identitaire. Tout le discours autour de l'immigration, la loi sur le séparatisme et le communautarisme est une loi inique pour moi. C'est une loi qui fracture la cohésion nationale. Mais ce que vous dénoncez comme un repli identitaire, est-ce que ça ne pourrait pas être du patriotisme, tout simplement? Non. La loi sur le séparatisme et le communautarisme est une loi inique. C'est une loi, pour moi, cette loi-là, elle fracture la cohésion nationale française. Pourquoi ? Mais Hanouna, il donnait la parole à tout le monde. Non, attendez, non. Là, c'est pas Hanouna. Là, je vais revenir sur Cyril. Et qui, dans mon cœur, j'aime beaucoup Cyril. Mais dans ce que je dois dire de ce qu'il est aujourd'hui, voilà. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a apprécié, aimé quelqu'un et dire qu'on ne l'aime plus. C'est le rôle qu'il joue. Moi, je parle du personnage cathodique. C'est de cela dont je parle. Pourquoi je vous dis ça? Lorsque vous avez un Français blanc qui n'accepte pas la diversité de ce pays-là et qui rejette quelqu'un parce qu'il est musulman, une femme parce qu'elle est musulmane et parce qu'elle porte le voile, un Antillais ou un Français d'origine africaine qui parlerait trop fort en lui disant « Eh oh, reste à ta place, ok ?» Parce que déjà, toi, t'es un immigré. Parce que moi, on me traite d'immigré sur les réseaux sociaux. Je dis « Je suis guadeloupéen. » Et les gens continuent « Ouais, mais t'es pas un vrai Français. »
Ça veut dire quelque chose, ça. Vous voyez. Et donc, est-ce que ces gens-là ne tombent pas sous le coup de la loi contre le séparatisme et le communautarisme? Est-ce que le fait de vouloir se dire qu'on veut être on est chez nous, on veut être entre blancs, est-ce que ce n'est pas du communautarisme et du séparatisme au regard de ce qu'est la France d'aujourd'hui? Oui, ça l'est. Mais ça, Hanouna l'a jamais dit. Non, je ne parle pas Ouais, d'Hanouna, mais là. moi, j'aimerais Mais je revenir veux à dire- Hanouna, oui, oui, parce oui. que Je veux dire, sur j'essaie de faire non, le non, lien. mais sur cette loi, non, mais sur cette loi-là, je vais vous expliquer pourquoi ce séparatisme-là. Parce qu'aujourd'hui, dans son programme, il y a celles et ceux qui viennent s'exprimer, je ne parle pas de lui, mais dans son programme dont il est le producteur, il y a des femmes et des hommes qui viennent exprimer leur besoin de séparatisme. On est entre nous, Français, quoi. Oui, mais il y a une loi, on en revient, moi, vous savez, moi je suis vraiment un légaliste, hein. Il y a des lois en France. La loi sur le séparatisme et le communautarisme devrait s'appliquer à certains qui, sur les plateaux de télévision, viennent dire des choses inacceptables au regard de ce qu'est la République. Comme quoi, par exemple? Bon, on va pas revenir sur tous les épisodes, moi j'ai pas des Vous épisodes. pensez à Éric Zemmour, par exemple, des gens comme ça? Éric Zemmour, il tombe 10 fois sur... Alors pareil, Éric Zemmour qui a été un de mes copains. À l'époque de François, il y avait une émission où on venait débattre un peu de l'actualité de la semaine et on était souvent tous les deux d'accord. Mais il n'était pas l'homme que vous connaissez aujourd'hui.